vais prendre le temps de me présenter. Vous vous êtes présenté, mais moi, je suis ingénieur mécanique de formation, mais je me suis beaucoup égaré dans mon parcours, okay? Comme probablement bien d'entre vous. J'ai commencé ici. Savez-vous, c'est quel satellite, ça? Vous connaissez sûrement pas ça, là. Hein? Copernic? Non. Mais c'est un satellite canadien. C'est RadarSat 2. Puis même depuis qu'il a été lancé en 2006, moi j'ai été là de 1999 à 2004. Et 120 ingénieurs qui ont travaillé là-dessus. C'est un satellite canadien. Puis je me souviens quand on a fait le concept review, petite parenthèse, là, il y avait des Français d'Alcatel qui ils se sont levés debout, je me souviens encore, puis ils nous ont dit, vous ne serez pas capable de lancer votre satellite. Parce que dans ça ici, là, vous voyez la plaque ici noire, là, ça a l'air petit, là, mais c'est une grosse, c'est comme 4 voitures qui se déploient comme ça. Puis dans chacune de ces voitures-là, là, il y a 512 modules de transmission RF qui émettent vers la Terre puis qui reçoivent en temps réel. Puis là-dedans, il y a des petits boards de céramique. Les boards de céramique, c'est cassant, hein? Puis le satellite, il fait une rotation aux 2 heures. Puis savez-vous quel gradient de température ça voit? Essayez quelque chose, juste pour le fun. Plus, puis moins quoi? Plus 200, moins 400. Ouais, c'est pas super que c'est. C'est pas loin. C'est plus 150 à moins 150 degrés Celsius. À toutes les 4 heures pendant 10 ans. Imaginez-le, là. Des boards de céramique. Puis je me suis renseigné cet automne. Il fonctionne encore. Il a été lancé en 2006 avec une durée de vie de 7 ans. Faites le calcul, là. On est rendu bien au-delà du 7 ans. C'est une belle fierté canadienne. Puis ils en ont lancé un RadarSat 3 il y a à peu près 5-6 ans. Okay? J'ai travaillé là-dessus comme ingénieur mécanique. Mais j'ai un gros côté entrepreneurial, ça fait que, tu sais, tous les processus lourds et compliqués, là, à un moment donné, j'étais tanné. Puis je suis parti chez Max, produit de salle de bain, vous connaissez. J'étais directeur recherche et développement. On avait quand même 50 personnes, juste recherche et développement. Ça fait que, tu sais, c'est une belle grosse R&D. Et on avait un centre, bien encore un centre à Sainte-Marie, en Beauce, à la Chine, à Montréal. Puis à ce moment-là, il y en avait un à Philadelphie aussi. On avait 3 centres de R&D. Et Max a été acheté de la famille Poulain vers un consortium nord-américain qui l'a acheté pour la transformer. Connaissez-vous le modèle Lean de Toyota? Le Toyota Way, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui? Cassandra, ça dit quelque chose? Donc, on a transformé la compagnie sur le modèle Lean de Toyota en optimisant à peu près tout ce qui se fait. Sûrement que vous connaissez le Lean Manufacturing. Oui, bon. Lean Manufacturing, c'est le Toyota Way. C'est la façon de faire de Toyota. Et il y a quelque chose de central dans la culture de chez Toyota. Savez-vous, c'est quoi? Quand on fait du Toyota Way ou du Lean Manufacturing, il y a comme un principe central qui guide tout ce qu'on fait. Avez-vous des idées, non? OK, bon, je vais vous le dire. C'est qu'on met le client au centre de tout ce qu'on fait. Puis pourtant, quand les gens ont une petite idée, c'est quoi le Lean Manufacturing, ils vont me dire, Daniel, le Lean, c'est pour optimiser les processus puis éliminer le gaspillage. Mais on élimine le gaspillage pour qui? Pour le client. Fait que tout ce qu'on faisait, là, les projets, l'optimisation de processus, on se disait, c'est qui nos clients? On allait les voir, puis on leur disait, c'est quoi qui crée de la valeur pour toi, puis qu'est-ce qui crée du gaspillage? Puis quand on revenait pour optimiser nos processus, on essayait d'éliminer tout ce qui ne crée pas de la valeur. Right? Puis ça, ce réflexe-là de qu'est-ce qui crée de la valeur pour ton client, puis qu'est-ce qui crée du gaspillage, c'est une super bonne pratique en développement de produits, right? Fait qu'il y a quelque chose de culturel qu'on a implanté à ce moment-là qui m'est resté par la suite. Mais dans l'innovation en amont, puis aller chercher la voix du client, on n'était pas si bon que ça. C'était compliqué parfois d'aller la chercher. Puis ensuite de ça, j'étais allé chez Fujitsu à peu près 4 ans, 2010 à 2014, dans le réseau de la santé pour faire de l'optimisation de processus, transformer des blocs opératoires. Parce que j'ai beaucoup aimé le Toyota Way, ça fait que là, on l'appliquait, mais dans le réseau de la santé. Avez-vous une idée comment un ingénieur mécanique qui a fait des satellites peut arriver, pour vrai, et travailler avec des cliniciens, des chirurgiens, puis transformer un bloc opératoire? Comment vous vous y prendriez si vous débarqueriez dans un hôpital pour optimiser un bloc opératoire? Oui, Julie? Jaquette. Ah, Jaquette! Oh, ouais, tu connais. Oh non! C'est filmé, là. Là, je vais venir tout rouge. Ouais. Avec, je lui poserai la question suivante. Quels sont tes besoins? Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien? Aux chirurgiens ou à l'équipe clinique? Exactement. Oui. Donc là, on est dans la voie des employés.
On serait allé chercher la voix des employés, je pense que vous l'avez dit. Ouais, tu te mets dans la peau du patient. Du patient. Fait qu'on faisait du... Le patient, il dort, lui. Le patient il dort, Il ouais. répondra pas bien. Ben, le patient il dort lors de la chirurgie, mais le patient, avant la chirurgie, il est anxieux, puis peut-être 2 semaines avant, il s'est préparé, donc il s'est passé plein de choses avant, après. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chercher le voice of customer, la voix du client. Tu sais, la petite maman là, qui a un enfant trisomique, là, puis elle était écœurée de faire le ping-pong dans le système de santé. Là. Bon, ben, on passait du temps avec, on faisait des entrevues, on les accompagnait, on s'assoyait dans les salles d'attente, puis on observait ce qui se passait. Puis effectivement, on s'assoyait avec les équipes cliniques, puis tu sais, les infirmières qui sont sur le bord du burn-out. Peu importe là, les tensions qu'il pouvait y avoir entre les différents groupes, on prenait le temps de comprendre ça. Puis lorsqu'on l'avait bien compris, on pouvait travailler avec eux. Mais avant ça, on partait avec 2-3 prises. L'ingénieur mécanique qui arrivait pour travailler avec des chirurgiens, ça ne marchait pas nécessairement. Fait que derrière tout ça, il y a comme un principe commun d'aller chercher la voix du client ou des employés, de bien le comprendre. Puis ça, même en développement de produits, développement de services, c'est fondamental. Je ne sais pas si vous le faites un peu. Tu dis, oui, avant de partir un projet de R&D ou de développement, est-ce que vous prenez le temps de comprendre le client et le consommateur? Oui? Ça fait partie de vos pratiques? Bon, ben, c'est un très bon début, effectivement. Donc, moi, ce que je dis, c'est tomber en amour avec les problèmes de vos clients avant de tomber en amour avec vos idées de produits puis vos projets d'innovation. Puis ça, un comité comme le vôtre devrait effectivement se pencher sur, avant de dire, bon, crème, on va financer une idée, mais quel problème ça vient régler, cette idée-là, puis on a-tu pris le temps de vraiment bien le comprendre? Ça va? Donc ça, c'est mon parcours, puis depuis bientôt 6 ans, en fait 6 ans cette année, j'ai fondé INBI. INBI, c'est une plateforme de validation de marché. On a accès à... Parce qu'aujourd'hui, on est rendu à 20 millions de consommateurs qu'on peut atteindre dans 70 pays. On a même un partenaire européen. Puis on offre aussi des services. En fait, on est spécialisé dans comment intégrer la voix du client dans un contexte d'innovation. Ça se résume, là, 10 secondes, là. C'est ça notre spécialité. Puis on pourra en parler plus à la pause, là. Bon, tu sais, contrairement aux grosses études de marché qui sont faites normalement, nous, on vient chercher le just-in-time ou le juste-à-temps dans la voix du client. Fait typiquement, on est beaucoup plus dans une démarche multitest. Tu sais, c'est très rare qu'on fait une grosse étude de marché, puis on dit, tiens, je développe mon produit, puis ça marche. Là, c'est pas une bonne approche. En général, c'est d'aller chercher plusieurs fois la voix du client, puis d'aller valider plusieurs choses à plusieurs étapes. Puis c'est là que nous, on s'inscrit. Puis on a développé avec le temps 4 programmes d'accompagnement. Vous pourrez regarder ça, puis si vous avez des questions, on en reparlera. Ça va? Donc, l'objectif aujourd'hui, en espérant que vous êtes là, vous autres aussi, c'est que je vais vous donner des trucs, puis on va travailler ça ensemble, comment détecter des nouvelles opportunités d'affaires et les tester rapidement. En gros, c'est ça aujourd'hui. Ça vous va-tu? On est tous à la bonne place, oui? On va prendre comme 2 tracks en parallèle aujourd'hui, puis le 20 février également. On va regarder le design thinking comme une démarche structurante, une bonne pratique structurante. Mais on va aussi regarder les 10 types d'innovation. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le descriptif, là, mais puis je vous ai emmené des livres, on va regarder ça. Vous pourrez partir après avec si vous êtes vraiment curieux de nature. On va regarder les 10 types d'innovation, dans laquelle le produit, puis même le système de produit, c'est juste 2 sur 10. Fait qu'il y a 80% ou 80% d'autres facettes pour innover qui ne sont absolument pas dans le produit. On va regarder ça ensemble. Je vais vous challenger, je vais vous faire travailler là-dessus, voir comment vous pouvez innover dans autre chose que le produit. Ça va? Yes. Quelques petits avertissements. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une formation en profondeur sur le design thinking. Là. Vous ne serez pas des spécialistes en design thinking ou dans les 10 types d'innovation. Je vais aller quand même assez rapidement, puis vous me freinez. Tu sais, moi, je vais aller vite. Puis si jamais c'est trop vite, vous ne comprenez pas, ça ne s'applique pas, vous me freinez. OK? Mais par défaut, moi, je vais assez rapidement. Puis il y a beaucoup de terminologie en anglais, là, je m'excuse à l'avance, mais j'aime pas... il y a des affaires que j'aime pas traduire parce que ça vient d'où ça vient, puis je le laisse comme ça. OK? Mais si jamais vous ne le comprenez pas, vous me le direz, puis je vais vous l'expliquer. Donc aujourd'hui, petite mise en contexte, le design thinking comme approche structurante, comment aller chercher les besoins puis les irritants clients. Parce qu'à la fin de la journée, là, vous allez voir, le design thinking, c'est beaucoup de commencer par comprendre le client ou le consommateur, puis ses problématiques. OK?
On va finir par, probablement vers 10h30, 11h, sur les 10 types d'innovation. Je vais vous faire cartographier les types d'innovation de votre industrie. Parce que ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est de regarder qu'est-ce que les autres font, puis de trouver des patterns complètement différents que votre industrie ne fait pas, puis d'aller les tester. OK? Peut-être que ça ne donnera rien, mais il y a peut-être un pattern qui va émerger dans tout ça. On va regarder ça ensemble tantôt. Et le 20 février, on va davantage plonger dans les 10 types d'innovation puis comment aller les tester rapidement. C'est bon? J'ai un paquet d'exemples variés dans mon coco, mais aussi dans le matériel, qui ne sont pas nécessairement dans l'agroalimentaire ou dans votre domaine. Vous allez voir des affaires technologiques, peu importe, là, TI, mais vous devriez être capable, en tout cas, je vous invite à faire le parallèle entre ce que je dis, tu sais, qui est peut-être, mettons, un Spotify. Spotify, ce n'est pas dans votre domaine du tout, mais quand je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils font, essayez de voir, de faire des liens, puis peut-être qu'il n'y en aura pas non plus. Dans certains cas, hein, tantôt on en jasait, peut-être des choses qui ne s'appliquent pas. Mais essayez de faire des liens entre les exemples que je donne puis votre réalité. Il y a peut-être des choses que vous allez prendre, les ingrédients dans tout ça. Ça va? Jusqu'à date, ouais? Des questions? Non? Vous êtes filmé, ça fait que... Oui, 10 minutes. Je stresse, ça fait 10 minutes, pas de questions. Ouais, je commence à stresser. Ouais, ça s'en vient. Mais j'ai une question. J'ai une question. Qu'est-ce que les grands innovateurs font? Les grands innovateurs, là, étant pas nécessairement Apple puis Google, mais ceux qui ont vraiment un track record d'innovation important, il y a une croissance organique très importante. C'est-à-dire que l'innovation puis le développement de produits, services, modèles d'affaires prend une grosse place de leur stratégie. Ils sont excellents à le faire. Ce n'est pas juste les grosses sociétés qu'on connaît. Qu'est-ce qu'ils font de différent que la moyenne des innovateurs ne font pas ou beaucoup moins? Avez-vous des idées? Ils essayent. Ils essayent. Non, mais ils prennent la chance. Ils le font. Tu sais, Ils tolèrent le risque. Oui, voilà. Ils tolèrent le risque. Effectivement. Ils voient le risque comme un portefeuille d'investissement. Puis c'est correct de prendre un risque sur 10, des gros risques sur 10-20 %, puis de prendre plus de chances de te planter. Puis un comité comme vous êtes en train de former devrait avoir une perspective portefeuille aussi. Puis il y a des placements risqués, des placements vache à lait, peu importe. Donc effectivement, c'est des risk takers, mais contrôlés. Contrairement à ce qu'on pense, là, c'est pas du monde qui se pitche partout puis essayer plein d'affaires puis de voir qu'est-ce que ça colle, ça. Absolument pas. Quoi d'autre? Il excelle à créer des besoins. OK. Expliquez-moi celui-là. Ben, quand il amène un produit qui est tellement bien pensé que le client va dire hey, j'en ai vraiment besoin. OK. Le consommateur. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'ils vont créer le besoin ou ils vont exploiter un besoin existant? C'est quoi votre perspective là-dessus? Créer le besoin aussi. On peut plus vivre sans notre téléphone. Avant, on était correct. Oui. Je pense... On était correct. Avant, Oh, on était correct, effectivement. Avant, on avait tout fond du chocolat. Tu sais. Maintenant, on l'achète en canne. Ça reste du chocolat fondu. Ça reste du chocolat fondu. Oui, c'est ça. Puis ça se peut-tu qu'il y ait un besoin puis une problématique qui était là, puis on est venu y répondre. Au fond, on a créé une solution, mais il a fallu éduquer le marché pour montrer que notre solution rentrait dans. Puis, dans certains cas, c'est vrai, mais moi, ce que je dis en innovation, c'est quand on veut créer un besoin. Vraiment le créer, là. Puis d'éduquer les gens qui... Hey, tu as un besoin, je vais te le dire, je vais te le montrer. Attachez votre truc en termes de marketing, ça va être long. En général, c'est long. C'est long, puis vous avez besoin d'avoir beaucoup de financement, puis un comité de direction très patient. Parce que quand on éduque un marché, c'est long. Okay? Fait qu'il y en a qui, tu sais, on regarde Steve Jobs, puis on dit, regarde, c'est la persévérance, il s'est buté à tout, puis c'est ça, oui, mais c'est ça. Il a fallu beaucoup de financement avant que ça devienne Apple qu'on connaît aujourd'hui. Fait que je dis pas que c'est pas vrai de créer des besoins, mais attachez votre truc. Puis quand on accompagne des startups, on leur dit trouver une grosse douleur, un problème. Parce que les startups n'ont pas le financement pour financer une innovation sur 3 ans en général. Là. Donc, quand ils trouvent une douleur, ça va beaucoup plus vite. Fait que si vous trouvez des besoins non comblés, puis même idéalement des douleurs ou des irritants sur ces problématiques-là, ça va juste aller plus vite. C'est une bonne affaire. C'est la petite nuance que j'apporte ici. Mais effectivement, les grands ou les top innovateurs, ils sont excellents à aller comprendre ces besoins-là et ces irritants-là avant de se lancer dans une innovation puis un développement de produit. Là où ils sont aussi excellents,
c'est que quand ils développent un nouveau produit, ils vont s'assurer que ça crée une différenciation et une valeur supérieure dans le marché. Ils ne lanceront pas des produits ou des services ou des nouveaux modèles d'affaires sans s'assurer que ça vient créer une valeur qui est différente de ce qui existe. Puis ça, l'innovation, ça se planifie. Okay? Ce n'est pas quelque chose puis on dit « Ah ouais, je pars un nouveau projet ce matin ». En général, ça se planifie, puis ça se teste. Et les meilleurs, c'est ce qu'ils font. Ils sont capables de se dire « L'année prochaine, je veux lancer telle affaire, mais cette année, je vais le tester. Je vais prendre le temps d'aller voir ça crée-tu de la valeur avant d'aller plus loin. » Okay? Donc, ils sont beaucoup moins réactifs, ils sont plus proactifs. Puis vous le voyez ici, là. En fait, le 8.06, c'est que les top innovateurs, les best innovators, 62% versus les low performers puis les average. Fait que le ratio entre les top puis les low, ça fait 8. Fait qu'il y a une pratique qui est prédominante chez les top performers que les low performers ont beaucoup moins. Puis ça, cette pratique-là, c'est de la différenciation. C'est de s'assurer que quand j'investis, peu importe, 100 000 ou 1 million sur un nouveau produit ou un nouveau service, bien, je vais me différencier, puis ça va être pas mal plus facile pour mon équipe de marketing-vente par la suite. Okay? Puis ils préfèrent pas lancer un produit si c'est un Me-Too product. Un Me-Too product, c'est je prends ce que le compétiteur fait, puis je change un peu la couleur, puis, puis quelques petites affaires. D'accord? Ça fait-tu du sens? Ouais. Deuxième, relié pas mal à ça, c'est que les meilleures idées, contrairement à ce qu'on pense, pour générer des idées, des fois on se dit on va aller chercher des créatifs, puis on va les enfermer dans une salle, puis on va se faire un brainstorming, right? C'est souvent, puis là des fois il y a des innovation contests, là, avec des startups, puis des gens bien créatifs, puis on génère plein d'idées. Bon, c'est super chouette, mais vous voyez là, Idea Capturing System, les contests, Innovation Contests, en termes de effectiveness de la performance des idées qui sortent de ça, c'est dans le plancher. C'est les moins performants. OK? Les idées les plus performantes en termes de générer des idées qui vont rapporter du cash à un moment donné, regardez les petits losanges. C'est du Voice of Customer, massivement. Ça, ce que ça dit en gros, c'est que les meilleures idées proviennent d'une proximité client. C'est en interagissant avec nos clients ou des nouveaux segments de marché, là. Puis du beden à beden, c'est d'aller tester rapidement, ça crée-tu de la valeur, qu'est-ce que tu en penses, ça règle-tu un problème. Les meilleures idées viennent d'une interaction avec les clients. Okay? Des clients actuels ou des clients futurs, peu importe. Puis là, ici, il y a différentes techniques. Nous, en passant, pour l'automne passé, on a développé un jeu de cartes là, que tu as vu avec 23 techniques de validation de marché. Okay? Là, ici, il y en a pour 7-8, là, mais il y en a beaucoup plus que ça à votre disponibilité. Ça va jusqu'à date? Oui. Ouais. Et relié à ça, les meilleurs, je vous cache, hein? Je suis mieux d'aller là. Les meilleurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre le temps de faire un Value to Customer Assessment au début de leur projet. D'aller comprendre, tu sais, tantôt quand je vous disais, on optimisait un bloc opératoire ou un processus dans un hôpital, on prenait le temps d'aller voir les infirmières puis leur dire qu'est-ce qui va pas bien, c'est quoi le gaspillage, puis c'est quoi qui crée de la valeur pour toi. Puis la petite maman qui a un enfant trisomnique, là, on prenait le temps de passer du temps avec elle, puis de comprendre qu'est-ce qui crée de la valeur puis qu'est-ce qui crée du gaspillage pour elle. C'est exactement ça. C'est le Customer to Value Assessment, de comprendre qu'est-ce qui crée cette valeur-là. Puis je vois beaucoup d'équipes de développement de produits dans des super grandes entreprises comme dans des startups qui tombent en amour avec leurs idées puis se font accroire la valeur que ça va créer puis ne sont pas allés le tester. Il y a beaucoup d'hypothèses. On pense que notre client va adorer ça, ben oui, il va pouvoir faire ça. On assume bien les choses. Puis sur le plancher des vaches, là, le client il ne voit pas nécessairement la valeur qu'on a vue entre quatre murs. Fait que les meilleurs sont très bons à aller tester ça rapidement. Ça vous va? Oui? Une autre question pour vous autres. J'ai comme préparé mes diapos pour... Ça arrive Ouais, c'est ça. C'est à peu près 10 minutes. Donc ça, c'est en tout cas, certaines bonnes pratiques. Par contre, le monde change depuis une dizaine d'années. Quel impact ça a sur l'innovation? Qu'est-ce qui est en train de changer dans la façon de faire nos projets d'innovation? Est-ce que vous voyez des choses chez vous qui changent dans la façon de mener vos projets d'innovation? Faut le faire vite. Ouais. Je pense que c'est plus un go-to-market, c'est un speed-to-market.
Ouais. Il y a une pression énorme à réduire le go-to-market ou le cycle d'innovation. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a énormément de joueurs qui ont beaucoup plus de dans un contexte canadien versus américain, asiatique. C'est pas nécessairement extrêmement rapide, puis si c'est pas nous qui l'idée puis la menons vite, ça va être Il y a quelqu'un d'autre qui va l'avoir. Ouais. Effectivement, souvent, on dit ça dans des comités innovation ou des planifications de portefeuille. C'est si je la fais pas, cette idée-là, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Fait que c'est plus quand est-ce. Quand est-ce, puis c'est mieux que ce soit moi qui le fasse. Donc, c'est une question de time to market, la vélocité. Puis, je vois beaucoup d'industries différentes, là. L'agroalimentaire et le cosmétique. L'agroalimentaire et le cosmétique, je pense que c'est là que les cycles d'innovation, la pression sur le cycle d'innovation est énorme. Le time to market, on ne peut pas prendre 2 ans, 3 ans pour développer en général un nouveau produit, un nouveau service. Faut que ça. Ben oui. Le marché a changé. Ça, j'appelle ça l'effet feu de paille. C'est vraiment rapide dans comment maintenant le marché est bombardé d'innovation comparé à avant où ça avait un rythme beaucoup plus lent. Ouais. Mais ça passe beaucoup plus vite aussi. Ça passe plus vite, oui, c'est ça, effectivement. Tout à fait. Qu'est-ce qui change d'autre dans vos façons de faire l'innovation? On a parlé de time to market. Une préoccupation environnementale, force. C'est très important. Puis ça l'impact quoi? Ben, nous, on est dans le détail, il y a beaucoup d'emballage. Il faut penser à ça. Avant, c'était pas tant un enjeu, puis maintenant, bientôt, on va être bannis, nos petits copes de plastique. Ah oui, hein? Ouais. Oui, c'est ça. Ça fait que ça pourrait, si on se renouvelle pas, puis on n'innove pas, ça peut avoir des impacts majeurs sur une business dans 3-5 ans. On peut être out of business si on ne se renouvelle pas, effectivement. On en a parlé tantôt, les types d'innovation. C'est plus juste dans le produit ou dans le système de produit, mais ça peut être dans le modèle d'affaires et dans l'expérience client. Vous voyez ici, là, en orange, l'expérience client, et en bleu, la configuration, en fait, là, c'est plus comment livrer la valeur, le modèle d'affaires, les processus. Et les grandes innovations, ils viennent beaucoup des 2 extrémités. Ils viennent de moins en moins du centre. Pourtant, l'innovateur moyen, il innove encore beaucoup sur le product performance. Fait qu'on veut faire un meilleur produit, en gros, plus performant. C'est correct, là, pour encore innover dans le produit. L'innovateur moyen, il va avoir 2 facettes à son innovation, 1.8. Les top innovateurs, ils en ont 3.6. Puis vous voyez, c'est encore produit, c'est sûr, il faut avoir un bon produit performant. Mais c'est plus varié. Vous prendrez, tantôt je vais rentrer là-dedans, là, mais Apple a innové. Est-ce qu'Apple est dans le Customer Engagement? Big time. Brand Innovation, solide. Channel, ouais, peut-être moins. Est-ce que dans le channel, tu mets leur Apple Store, là, ou Oui. tu fais partie du channel? Oui, effectivement. Ils ont-tu d'autres canaux d'acquisition? Apple TV, effectivement. Tu peux acheter en ligne, absolument. Mais Apple ne distribue pas vraiment au travers de d'autres canaux qu'ils ne maîtrisent pas en général. Right? Fait qu'ils ont sûrement de l'innovation, mais il y en a. Tantôt, je vais vous parler de Chocolat Favori au Québec. Chocolat Favori, ils distribuent, je ne sais pas si sont chez Couche-Tard, mais dans beaucoup de bannières. Fait qu'ils ont innové dans la façon de distribuer du chocolat. Donc, le channel, il y a de l'innovation là. Le service, il peut y avoir de l'innovation ici également. Produit. Puis le modèle d'affaires. Modèle d'affaires, pensez à Uber, Airbnb. En fait, Airbnb, là, c'est presque purement un business model play. L'innovation produit, c'est une plateforme relativement... Il n'y a pas une grosse technologie derrière ça, quoique je me trompe peut-être, mais c'est vraiment un modèle d'affaires différent. Ils sont venus changer, révolutionner l'industrie hôtelière, en gros. Ben oui. Right? Mais tu sais, j'aurais dit à mon père qu'un jour, on allait s'acheter des bas en ligne, puis qu'automatiquement, chaque mois, il allait en arriver à notre porte. Pourtant, il n'y a aucune innovation de produit, c'est un bas. C'est le même bas, c'est ça, c'est le même bas qu'avant, peut-être. Tout le reste, Fait que là, on est dans le profit, le modèle d'affaires, qui est un modèle plus d'abonnement, par exemple. Ouais,
de taux repeat. Absolument. Fait que là, ici, on est vraiment dans le modèle d'affaires, la configuration. Puis ici, on est dans l'expérience client, l'engagement client. Et vous lirez... Comment? Dans le channel, exactement. Vous lirez là-dessus si ça vous intéresse. Là, en fait, c'est Dublin, qui maintenant appartient à Deloitte, qui ont parti ça. Ils ont fait plusieurs recherches. Et puis, ils ont démontré, je ne l'ai pas mis ici, là, mais que les investissements sont encore beaucoup ici, mais ils ont pris un paquet d'industries et ils ont regardé qu'est-ce qui a créé de la valeur dans ces industries-là dans les 10 dernières années, et c'est aux deux autres extrémités. Donc, c'est comme si nos investissements sont encore beaucoup dans le produit, mais ce qui crée de la valeur de plus en plus dans les industries, c'est les deux autres extrémités. Donc, l'expérience client puis le modèle d'affaires. OK? Vous mettrez ça dans la mijoteuse. De toute façon, on va en reparler tantôt. Est-ce que c'est facile pour des entreprises comme les vôtres d'innover dans le modèle d'affaires? Si on fait dans le palier, oui, théoriquement, tout devrait l'être. Oui, théoriquement. Je pense que n'importe quel secteur s'attend de la créativité parce que c'est un modèle d'affaires qui est d'habitude en accordance avec tous les autres modèles d'affaires. Donc, on est une compagnie qui ont même d'affaires font affaire ensemble. Puis, Ouais. avec un nouveau modèle d'affaires, ça vient comme un peu changer le modèle d'affaires des autres aussi autour. Tout à fait. C'est avec un nouveau modèle d'affaires, il faut que tu sois béton en salle pour dire Absolument. aux autres quasiment. Fait que ça affecte les gens avec qui tu travailles, un modèle d'affaires. Hein? Si vous autres, vous passez d'un modèle d'abonnement, là, comme les bas tantôt, là, c'est peut-être un peu farfelu, mais est-ce que c'est facile de changer la façon de faire des affaires? Le système immunitaire, là. Le système immunitaire de vos entreprises vont réagir exactement comme un système immunitaire à un virus. Là. Puis ça, si ça vous intéresse, vous regarderez Salim Ismaël. Je vous l'écrirai ou je vous l'enverrai par courriel. Salim Ismaël, c'est le président de Singular University, c'est en Californie. Puis eux autres s'intéressent aux organisations qui ont une croissance exponentielle et aux technologies exponentielles. OK? Puis là, on est dans l'innovation de modèles d'affaires beaucoup, beaucoup. Et puis c'est ça, dans ses conférences, lui, il dit que quand des legacy companies, des entreprises que ça fait longtemps qu'ils existent, veulent changer leur modèle d'affaires, le système immunitaire vient tuer systématiquement tous ces projets-là. Pour plein de bonnes raisons. Parce que le système immunitaire d'une entreprise veille à produire de la qualité de façon répétitive, de rencontrer des indicateurs de performance. Tu sais, nos entreprises sont guéries pour performer. Quand on essaie de venir changer à base du modèle, là, toute l'organisation s'affole comme un système immunitaire. Si ça vous intéresse, vous lirez là-dessus. Avez-vous des startups qui sont venus changer la donne dans votre industrie? Vous autres, vous en êtes un. Les autres? Pas tant? Oui, pas tant, oui. Mais tu sais, il y a eu qui est moins start-up maintenant, mais il y a eu un Body Food qui a une façon de s'approvisionner tout à fait différente de tout le marché. Puis nous, c'est un défi de les servir parce que oui, hein? c'est tout à fait différent. C'est très différent. OK. Parce que c'est du just-in-time tout le temps. Ça demande une machine qui est différente, là, même au niveau opérationnel. Absolument. OK. Bon, peut-être que ça vous touche moins, là, mais c'est rare maintenant les industries qui n'ont pas ce phénomène-là de start-up. Puis un start-up, ça n'a pas les contraintes d'une compagnie qui existe depuis 50 ans. Un start-up, en fait, sont bien contents de foutre le bordel quand ils arrivent dans une industrie. Ils n'ont pas... Ça ne fait pas 50 ans qu'ils vendent les choses d'une certaine façon. Il n'y a pas de cannibalisation, il n'y a pas de contraintes opérationnelles. Il n'y a pas un comptable qui vient dire « il faut que je rentabilise l'investissement de l'année passée avec les robots dans l'usine. » Fait que toutes ces contraintes-là, ils ne les ont pas. Puis en fait, ils ont une grande agilité, une grande rapidité à venir innover dans les modèles d'affaires. Donc ça, c'est un autre contexte que je vois quand même assez fréquemment. Il y a plus de startups qui ne fabriquent même pas eux-mêmes. Donc, leur startup, c'est un ordi. Leur Absolument. C'est un ordi. Ils font tout fabriquer par d'autres. Ils ont une idée innovante et tout. Ils font fabriquer par quelqu'un. C'est ça. Ouais. Ils créent un écosystème, mais en fait, ils ne possèdent rien. Bien, Airbnb possède rien. Possède rien en termes d'infrastructure. Ouais. Airbnb, Uber, c'est le plus grand service de taxi, il n'y a pas un taxi. Puis il n'y a pas un taxi, exactement. Tout à fait.
Absolument. Donc, quand on veut innover dans ce contexte-là, qui est quand même plus risqué, là, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la cascade que vous voyez ici? Là? Une cascade où, supposons, on veut se partir en affaires ensemble. Où on a un projet dans vos entreprises, puis là, on se dit hey, c'est une super bonne idée. On va aller faire un pitch à la direction, puis on va lever du financement. Fait qu'on bâtit notre plan d'affaires. On y pense comme il faut, on consulte un peu des gens, puis on se fait un super plan d'affaires. Tu sais, des fois, les plans d'affaires, là, la table des matières, juste la table des matières, des fois, à 3 pages de long. Fait que là, on remplit tout ça. Puis moi, mon plan d'affaires chez NB, en passant, il y avait 80 pages. Il y a 7 ans à peu près, 7-8 ans, ouais. Avec le CLD de Québec, j'avais tout monté ça, BDC, en tout cas. 80 pages. On lève du financement, puis là, on se dit, j'espère que ça va marcher. Qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? Ouais. Supposons que je la valide, juste pour m'astiner un peu. Supposons qu'ici, là, l'idée, on se fait un plan d'affaires de 80 pages, on va quand même voir des gens, là. On n'est pas trop nono, là. On va aller consulter des gens de l'industrie, des clients potentiels, mais on suit quand même cette séquence-là. Qu'est-ce qui ne marche pas? Manquer une rétroaction de dire l'exécution du plan. Si ça ne marche pas, il faut revenir au plan d'affaires et exécuter. Donc, c'est plus une boucle qu'il nous faut, hein? C'est pas une cascade, c'est une boucle de rétroaction. Puis qu'est-ce qui arrive si j'exécute? Mettons, ça m'a pris 1 an à faire mon plan d'affaires, j'exagère. Vous ne faites pas ça, je suis sûr. Puis là, on lève le financement, on exécute. Puis après 1 an, je me rends compte que ça ne marche pas. Faut que je revienne ici. C'est douloureux, hein? Right? Donc, ma boucle, je la veux la plus courte possible. Right? Fait que mon plan d'affaires, il ne faut pas qu'il y ait 80 pages. Ouais, c'est ça. J'ai eu bien du fun à le faire. Mais honnêtement, je l'ai regardé il y a 2-3 ans. Il n'y a à peu près rien qu'on fait qui est là-dedans. Là. Puis, l'idée de base, elle est la même. Moi, ce qui m'anime, c'est de connecter le consommateur aux équipes de développement de produits. Cette espèce de boucle-là très, très rapide. C'est ce qui m'anime, c'est toujours ça. Mais le modèle, le pricing, l'offre, le go-to-market, les partenariats, il n'y a rien du modèle qui est le même du tout. En fait, maintenant, ce qu'ils nous exigent, c'est plus des plans d'affaires, c'est un BMC, le Business Model Canvas, c'est en 1 page d'information parce que tu as beau faire un plan sur 5 ans, ils savent très bien que ton destination sur 5 ans, elle vaut absolument rien. Elle vaut rien. Et tu vas probablement revenir à... Puis il y en a encore qui le demandent, hein? Des forecasts sur 3 ans au moins. Oui, mais ils demandent pour voir s'il y a un raisonnement, mais après ça, ils prennent ta prévision sur 3 ans et ils la divisent par 2. Oui, c'est ça. C'est pas par 10. Oui, puis par 2, c'est encore optimiste. Là, c'est ça. Absolument. Donc, vous avez compris qu'on parte une compagnie ou qu'on fasse un projet qui a moindrement du risque dans vos entreprises, c'est la même réflexion. C'est créer des boucles rapides. Puis à ce moment-là, s'il ne faut pas que ça ait 80 pages, ben ça tient sur 1 page ou 2. Okay? 1 pager ou 2 pager. On ne lève pas 100 000, on lève peut-être 5 000. On va tester rapidement. Ou en fait, ici, c'est peut-être juste de passer 2 jours puis d'appeler des gens puis de tester. Puis on exécute, puis on a un prototype qui est en fait un sketch ou un storyboard ou quelque chose d'hyper préliminaire. On n'a même pas développé le produit encore. On va le tester. Fait que l'exécution, c'est des tests. Puis là, à un moment donné, c'est comme une boule de neige. La balle, elle part petit. Je la roule, puis à un moment donné, elle devient grosse. Mais c'est parce que là, le monde tire pour qu'elle devienne grosse. Versus des équipes qui tombent en amour avec leurs produits, puis leurs idées ou leurs services, puis qui la poussent, la balle de neige. Okay? Donc ça, c'est vraiment de créer des boucles de rétroaction. Puis ouais, on en a parlé, mais j'aime bien ce visuel-là. C'est qu'on pense qu'on a un bon plan until we get punched in the face. Okay? Puis la douleur de se rendre compte que ça ne marchera pas après 1 an ou 2, elle est pas mal plus grosse que quand ça tient sur 2 pages, puis 10 coups de fil. 10 coups de fil là, en 2-3 jours avec une idée qui tient sur 1 page ou 2, en fait, ce n'est pas un échec. C'est un apprentissage. Fait qu'essayez de penser comme ça dans vos innovations. Comment je peux convertir mes échecs en apprentissage? Un apprentissage tout le temps positif. Il ne faut juste pas que ça coûte trop cher. Oui?
Qu'est-ce que tu dis aux entreprises qui ont une bonne idée comme ça, puis là, ils croient, puis là, ils vont tester en appelant, en faisant les 10 coups de fil, mais Ouais. là, ils ont peut-être peur qu'ils vont se la faire voler d'une certaine façon ou de la partager. Qu'est-ce que ça va faire l'impact alors que le produit n'est pas développé? Puis là, C'est un enjeu, effectivement. Par contre, les premières itérations, en général, c'est pas tant sur votre idée. Les premières itérations, c'est plus parle-moi de tes problèmes ou as-tu tel problème? Si je fais telle affaire, ça va-tu créer de la valeur? Fait que la discussion ou la validation est plus sur les opportunités et des propositions de valeur. Puis c'est beaucoup d'écoute. Puis même quand on a une idée, je vous invite, on va en parler tantôt, mais je vous invite à dire c'est quoi la valeur que je crée avec cette idée-là, comment elle va se différencier, puis de juste expliquer ça. Expliquez pas comment vous allez y arriver. La propriété intellectuelle là, est souvent dans le comment je vais y arriver. Fait que, mais vous pouvez expliquer le concept général, la valeur que ça va créer votre concept. Ça, en général, il n'y a pas trop de danger de confidentialité. Mais à un moment donné, quand effectivement, il faut lever le capot, là, under the hood, puis travailler avec des gens, puis leur montrer notre technologie, puis tout ça, bien, on est rendu un peu plus loin dans le processus. Puis là, on peut travailler avec juste quelques entreprises, puis des NDA, on peut, mais au début, il n'y a pas, en général, je ne vois pas ce besoin-là de se padder au niveau confidentialité, alors qu'on ne peut pas aller tester le value proposition, la proposition de valeur. Ça va-tu? Oui? C'est bon? Fait que le Lean Startup, levez la main ceux qui connaissent le Lean Startup. Pas forcément. Oui. Avez-vous été un peu formé là-dessus au démarrage? Là? Non? OK. OK. Bien, je vais faire une petite parenthèse. Mais dans le fond, ce que Steve Blank il dit, là, Steve Blank, c'est l'espèce de père fondateur du Lean Startup. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que no business plan survive customer experience. Right? Puis ça, je suis sûr qu'en vente, vous le savez, il n'y a pas un plan d'affaires qui tient si ça ne tient pas en route pour les clients. Donc, c'est d'aller le tester le plus rapidement possible. Et vous lirez l'article qui est là, c'est le Harvard Business Review qui l'a écrit, donc c'est une source hyper crédible. Puis moi, j'aime beaucoup la façon qu'il l'amène. Il appelle ça « The fallacy of the perfect business plan ». Un plan d'affaires parfait n'existe pas au départ. Le plan d'affaires parfait arrive en le testant, puis en le challengeant avec des clients. Puis ça revient tantôt quand je vous disais que les meilleures idées y émergent d'une proximité client. Tout ça converge ensemble. General Electric, ça fait un petit bout de temps, peut-être 5, 6, 7 ans, ils ont lancé le FastWorks. C'est le Lean Startup, mais avec leur sauce à eux. Okay? Puis vous voyez ici, là, ça commence en général avec des besoins clients, des solutions potentielles, des hypothèses à valider. Okay? Pourquoi? Parce que, je vais retourner ici. Quand on fait un plan d'affaires qui a 80 pages, là, dans le fond, c'est 80 pages d'hypothèses. Right? Mais je ne sais pas lesquelles vont être vraies et lesquelles vont être fausses. Il va y en avoir des vraies, il va y en avoir des fausses. Puis quand on accompagne des startups, là, on leur dit, dans ton plan d'affaires, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va être faux, mais je te garantis qu'il y a quelque chose qui va être faux. C'est à peu près, statistiquement, c'est à peu près sûr. Fait que la job du startup, c'est d'aller invalider ou valider ces hypothèses le plus vite possible. C'est ça. C'est pas de développer un produit ou un nouveau service. C'est d'aller valider et invalider tes hypothèses. Puis vous devriez aussi l'approcher de la même façon. Donc, on identifie nos hypothèses les plus risquées. On fait un Minimum Viable Product, MVP. On va avoir entendu parler de ça, MVP. Continuellement, oui. C'est-à-dire que ça n'a rien de faire le produit avec le packaging, avec le... Je fais une sauce, mais avant de penser à ça va être quoi le pot dans lequel je vais le mettre dedans, je vais juste servir la sauce qui n'est même pas brassée, puis je vais le tester rapidement. C'est ça. Puis à la limite, la sauce, ça peut être un petit vidéo, un sketch. Tu sais, je peux illustrer ma proposition de valeur sans avoir développé mon produit. C'est ça qui change dans les façons de faire l'innovation. Les entreprises sont en train d'adopter une posture davantage, comme un entrepreneur, là, de dire comment je peux aller tester mon idée puis ma proposition de valeur, puis débusquer les hypothèses qui sont fausses. Puis une fois que j'ai bien fait ça, là, j'investis à développer mon produit ou mon nouveau service. Donc là, des métriques de test, supposons que j'appelle 20 clients potentiels. Bien, s'il y en a 2 sur 20 qui me disent que mon idée est bonne,
peut-être qu'elle n'est pas si bonne que ça, finalement. Fait qu'il me faut des métriques. C'est pas juste une opinion personnelle. Oh, pardon. Une opinion personnelle, c'est bien, mais on est biaisé, surtout quand on tombe en amour avec nos idées. Okay? Puis je me souviens même, quand je travaillais chez Max, il faut que je surveille mon temps, hein. Je jase un peu trop, mais quand je travaillais chez Max, je me souviens, on montait des projets, on les présentait à la direction. Puis, il est quelle heure? C'est bon. Puis, on les pitchait à la direction, puis là, on justifiait de libérer 2-3 ingénieurs ou des designers. On travaillait sur des prototypes, on allait les valider, puis on ne voulait pas revenir à la haute direction 6 mois après, puis leur dire que notre projet, c'était pas le bon. Puis c'était pas volontaire, mais quand on faisait nos validations, on posait les questions de la façon qu'on voulait pour avoir les réponses qu'on veut. C'était de la validation de complaisance. Okay? Fait que plus on investit puis qu'on développe un nouveau produit, un nouveau service, qu'on avance, plus on vient blinded, plus on a de la misère à prendre un pas de recul et se dire si c'est vraiment une bonne idée. D'où l'importance de ne pas tester après 6 mois de travail puis 200 000 d'investissement. Tester après 2 semaines de travail puis 5 000 $ d'investissement. Okay? Très rapidement, mais plusieurs fois. Ça va? Donc, ça revient à ce que je montre ici. Je pense que vous avez compris l'idée, puis de débusquer les hypothèses les plus risquées. Ça, on va surtout en parler le 20 février, mais j'espère que vous allez arriver avec des opportunités d'innovation dans un mois. Puis je vais vous challenger à identifier les hypothèses risquées et comment aller les tester le plus vite possible. Donc, on n'est pas à développer un produit, un service ou un modèle d'affaires. On est à dire, c'est quoi ma proposition de valeur, c'est quoi les hypothèses les plus risquées, puis comment je vais les expérimenter. Puis ça ressemble à la job de quelqu'un dans un laboratoire. Hein, quand vous testez des affaires, vous avez un protocole de test. Vous avez sûrement des hypothèses ou du design of experiment. Tout le temps. Hein. Bon, le Lean Startup, c'est du design of experiment marché. Tu conçois ton expérimentation pour tester tes hypothèses le plus vite possible. Puis tu freines le développement de ton produit ou de ton service. Tu freines littéralement. Les équipes d'innovation ont tendance à converger trop rapidement. Ils convergent sur un concept, on va faire ça demain, il va y avoir tel ingrédient, tel packaging, ça va être telle couleur, telle affaire, puis ça va être bon. Puis là, après ça, ils sont blinded, ils sont plus capables de revenir en arrière. Freinez la convergence de vos équipes de développement et d'innovation, puis challengez-les à aller tester leurs affaires en 2 semaines, 5 000 $ ou peu importe. OK? Ça va-tu? Y a-t-il de quoi qui cloche pour vous autres là-dedans? Sûrement. Tirez-moi quelque chose. Oui, ça va être surtout le 20 février qu'on va rentrer là-dedans. Ouais. C'est effectivement pas toujours facile. C'est un peu d'art là-dedans. Mais je vais emmener un autre livre là, qui est à peu près aussi épais que ça, qui est comment tester des business ideas rapidement. Puis comme je vous dis, on a mis en place 23 techniques de validation de marché. Ça fait qu'il y a plein de choses là-dedans pour vous aider, mais c'est le 20 février qu'on va rentrer là-dedans. OK? On va attendre un petit peu. Bon, ça va. Ça va-tu? Ouais? On peut continuer? Donc, le design thinking. Levez la main ceux qui connaissent quand même un peu le sujet là, pour en au moins 30 secondes ou 1 minute, là, juste pour voir. Oh, OK. Non, c'est pas. Juste moi qui lève ma main. Ouais, quand même. T'en connais un petit peu. Un petit peu. OK, bon, là, tu sais, je rentre pas en... Il y a des gens qui donnent une formation d'une journée et plus là, sur le design thinking. Je ne suis pas un expert du design thinking. D'ailleurs, j'en connais des très bons. Mais on va regarder rapidement c'est quoi, brièvement. Le design thinking, là, dans le fond, c'est une approche structurée qui mélange l'analytique, donc très processus, façon de faire, mais la créativité puis la co-création pour aller chercher de la rétroaction de l'utilisateur final. Utilisateur final ou de client. OK? Donc, on est dans un mode de processus très structuré. On n'est pas dans de la grande créativité fly high. Très structuré, avec des boucles de feedback de nos clients ou usagers finaux. OK? Puis de la créativité, donc de la avec ces usagers-là. C'est là qu'on est. OK? Puis le Lean Startup est pas loin de ça aussi. Mais le Design Thinking vient le structurer différemment. Puis ça origine beaucoup de IDEO. C'est une firme de design industriel de Californie
qui est hyper connu. C'est un peu eux qui ont donné naissance à ça, mais maintenant, c'est au-delà de IDEO. J'aime le montrer de la façon suivante, c'est-à-dire 2 cycles de divergence-convergence. OK? Vous voyez ici là, les triangles? Puis vous remarquerez que quand vous faites des brainstorming, c'est sûrement des sessions d'idéation des fois, là. Vous générez des idées. Donc, mettons, on en génère 20 ensemble. OK? Pendant une demi-journée, on génère plein d'idées. Là, on est en divergence. À un moment donné, on ne peut pas travailler sur 20 idées. Right? Donc là, il faut converger, il faut les sélectionner avec un comité d'innovation ou autre chose. Mais ça se peut qu'on en prenne 3 là-dedans, puis qu'on en diverge sur les 3. Right? On prend 3 bonnes idées, mais sur les 3, on fait un autre brainstorming pour diverger sur une de celles-là. Puis là, on referme. On rouvre, on referme. Puis l'innovation en amont, là, l'innovation en amont, c'est comme le pont de Québec. Un peu moins rouillé, ouais, c'est ça. OK? Sauf que normalement, je l'ai mal dessiné, mais mes losanges devraient se rapetisser. La divergence est moins large plus j'avance. Tu sais, c'est plus... mettons ça. Okay. En tout cas, vous comprenez? Donc, c'est des cycles. L'innovation en amont, c'est souvent des cycles de divergence, convergence. Divergence, convergence. Puis c'est ce que le design thinking vient systématiser. Donc, on commence par la première étape qui est l'empathie. C'est quoi de l'empathie? C'est quoi de développer de l'empathie? Se mettre dans la peau du patient. C'est d'aller parler à la petite maman qui a un trisomnique, puis tout ça. Puis là, c'est mon exemple. D'aller comprendre les besoins, c'est d'appeler les clients puis de dire qu'est-ce qui ne marche pas, quel problème que je pourrais te régler, en quoi je peux créer de la valeur pour toi. C'est d'aller le comprendre. Il y a des cas que c'est plus émotif. Je vais vous expliquer tantôt un cas très émotif, en fait. Là. Mais le principe de l'empathie s'applique tout le temps. C'est d'aller le sentir dans le fond de nos tripes, qu'est-ce que le client vit. Puis moi, quand j'entends des ingénieurs ou des designers ou des gens d'R&D qui disent « Ah, le client ne comprend pas. On a développé de quoi, mais il ne comprend pas. » C'est plutôt l'inverse en général. C'est que tu n'as pas pris le temps de bien comprendre le client avant. OK? Il n'a pas pris le temps de comprendre son besoin. Exactement. C'est pas mal plus ça le problème. Fait que ça commence par ça. C'est ça. En fait, on en fait une étape distincte en design thinking. C'est sors des bureaux, va parler à des gens, va le vivre. À la limite, là, quand j'étais chez Max, c'est l'ingénieur, je disais, ben gars, va passer une journée avec un plombier. Puis va l'installer. Va t'asseoir une journée au service à la clientèle, puis écoute les gens qui se plaignent. Fait que va passer 2 jours en production, parce que la production, c'est un client du développement de produits. Là. Donc, va vivre ce que tes clients vivent, puis après ça revient. D'ailleurs, chez Toyota, ils ont tout un processus d'onboarding. Avant d'être à la fonction de recherche et développement ou de développement de produits, tu passes des mois en production, là, à assembler des chars. Tu vas sur le terrain. Puis avant de développer, c'est quoi la minivan, là? Il y a une minivan super connue, là. Je cherche le nom, je m'en souviens plus. Le lead engineer qui a développé... La Sienna. Oui, je pense que c'est ça. Il n'y a pas un modèle avant, ça, non? Bon, en tout cas, peu importe. Supposons que c'est la Sienna. Ils ont envoyé, pour le marché nord-américain, ils ont envoyé le lead engineer qui allait leader le projet, 1 an avec sa famille, vivre en Amérique, aux États-Unis. Fait que pour eux, là, l'investissement, là, c'est un peu intense, là, mais l'investissement d'aller vivre puis de comprendre les petites familles, les poches de hockey, les ci, les ça, ben il est allé le vivre. Puis quand il est revenu, il le sentait ici. C'était pas une analyse ou une recherche d'une firme à quelque part ou des rapports. C'était là, OK? Ou là. Donc, c'est ça l'empathie. Là, 1 an, c'est un peu intense. Après ça, on définit notre projet. C'est quoi le problème qu'on veut régler? C'est quoi la valeur qu'on veut créer? Tu sais, on vient définir, c'est comme un project charter, dans le fond. On va générer des idées à l'interne ou à l'externe avec des partenaires, etc. On va prototyper rapidement, puis on va tester nos idées. Et là, cette boucle-là, là, en général, c'est des itérations. Ça peut même itérer puis revenir jusque-là.
Il y en a qui le montrent autrement que ça, là. Moi, je vous le montre très linéairement, mais il y a aussi cette façon-là de le montrer. Dans le fond, c'est des cycles. Puis là, ça rejoint le Lean Startup, de faire des boucles d'itération. Je vais revenir. Je vous invite, si le design thinking vous intéresse, allez voir trousinnovation.com, Desjardins, vous connaissez très bien. Compte tenu que c'est une coopérative, Desjardins ont développé tout un coffre à outils sur le design thinking et ils le rendent disponible à n'importe qui. Tous leurs membres, mais en fait n'importe qui. Vous pouvez aller voir ça. Là. Vous voyez la démarche est ici. OK? Puis il y a un coffre à outils. Si vous cliquez, il y a des vidéos. En fait, Alexandre Joyce, qui est un expert en innovation de modèles d'affaires, en design thinking. Là. Alexandre, il est docteur là-dedans. OK? Bien, il y a des vidéos. Puis il donne des trucs, il y a un coffre à outils. Dans le fond, tout est super bien documenté là. OK? Puis c'est en français, en plus. Donc, le design thinking, c'est ce contexte-là de structurer l'innovation puis de faire des boucles de divergence-convergence, toujours en tenant compte de ces trois perspectives-là. On veut que ça soit axé sur des attentes et des besoins clients. OK? Donc, ce n'est pas un fly-eye de créatif pour trouver des nouvelles idées. C'est absolument pas ça. Il faut que ça soit basé sur des besoins réels. Deuxième chose, il faut que ça soit faisable technologiquement, parce que je veux le prototyper puis le tester. Je ne veux pas feeder ça à un lab de recherche qui va développer des nouvelles patentes sur 3 à 5 ans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas ça le design thinking. Le design thinking, c'est de prendre quelque chose qui existe, là, de le prototyper, de faire du plug and play puis de le tester. Okay? Puis on veut que ça soit viable économiquement. Okay? Donc, il faut aller tester le pricing, il faut aller tester le modèle d'affaires. On n'est pas dans de l'innovation juste produit. Il faut qu'économiquement, ça fasse du sens. Fait que les boucles ici, là, ou en fait, ces boucles-là, c'est des boucles rapides, mais qui considèrent ces trois éléments-là toujours. Donc, on n'est pas juste dans de l'ingénierie ou juste du marketing, on est dans tous ces éléments-là, business, etc., tout le temps. Ça va? Oui. Merveilleux. Puis là, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui et le 20 février, c'est un peu ça, mais à petite dose. OK? On va faire chacune des étapes avec une emphase prioritairement là-dessus d'ici à ce qu'on se revoie. Vous allez surtout travailler là-dessus d'ici à ce qu'on se revoie. Vous allez, je ne sais pas si vous avez du temps, mais appeler des clients, aller observer, passer du temps avec des clients. Je veux que vous le fassiez. Puis même si c'est juste 3 clients, c'est pas grave. Pas besoin d'être 20, mais allez observer. Puis si vous êtes en B2C ou vous faites du consumer product, allez passer du temps un peu en magasin, observer, regarder ce qui se passe. OK? Donc ça va être un devoir. Le Go and See, là, ça va être un devoir important. Puis quand on va revenir ensemble le 20 février, bien là, on va davantage travailler là-dessus, puis comment le prototyper, puis le tester. OK? Puis la partie test, prototypage, bien, elle va se faire forcément après si vous voulez donner suite à ça. Là, puis on verra s'il y a de l'accompagnement. Mais on est surtout là, session 1, puis entre nos 2 sessions. Puis quand on revient, on va travailler là aussi ensemble. On va idéer. Je pense pas que ça se dit. Idéater, merci beaucoup, c'est encore mieux. On va regarder les modèles d'affaires ou les 10 types d'innovation. Puis ça serait le fun. Je ne sais pas si ça va marcher pour tout le monde, mais ça serait le fun que vous trouviez des opportunités d'innovation différentes, puis qu'on travaille sur comment aller le tester. Fait que, je ne veux pas des opportunités d'innovation on va améliorer la saveur, là, ou j'aimerais ça qu'on explore des opportunités d'innovation dans les 10 autres types. Puis qu'on voit comment les tester, parce que tu as tout à fait raison. C'est pas mal plus compliqué d'aller tester un modèle d'affaires qu'un nouvel ingrédient dans un produit que vous avez. Ça va-tu? Oui. Merveilleux. Et là, je termine ce bout-là. On a encore 10 minutes avant 10 heures, hein? Ouais, 6. Ah, 6 minutes? On va faire ça vite. Là, fermez vos cahiers parce que je ne veux pas que vous voyez l'histoire que je vais raconter. Oui, c'est ça. Mettez ça à l'envers. Je pense qu'après ça, la partie théorique est terminée. C'est une histoire que je raconte depuis... Tu la connais? J'ai vu la vidéo. Ouais. Tu as vu la vidéo? OK. C'est une histoire, je pense que ça fait 5-6 ans que je la raconte, là, puis je dois l'avoir racontée 100-200 fois. Mais encore aujourd'hui, c'est une histoire qui m'interpelle beaucoup, puis elle est riche en idées. Pour expliquer le design thinking, pour expliquer
Le Lean Startup aussi, c'est un cas d'étude absolument génial. S'il y a un vidéo ou un lien dans tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est celui-là. À la limite, la trousse innovation, on s'en balance de tantôt, c'est ça. OK? Parce que ça, c'est de l'empathie pure, vous allez voir. Puis le reste, c'est des outils, mais quand on développe l'empathie, puis on comprend les besoins et les attentes clients, l'innovation est beaucoup plus facile. Donc, vous regarderez ça. Doug, qui est un designer industriel chez General Electric, il y a plusieurs années. Là. Ça s'est passé. En fait, son TEDx, c'était en 2012. Fait que, l'histoire s'est peut-être passée, je ne sais pas moi, en 2005-2010. Et là, lui, il est designer industriel. Vous connaissez les gros scanners, imagerie à résonance magnétique? Il y en a-tu qui sont déjà rentrés là-dedans? Oui, il y en a-tu? T'es rentré? Comment vous décrivez votre expérience? Oui, hein? Claustrophobique, souvent. Non, je ne sais pas, mais Non? c'est plus le stress, moi, de voir les résultats. Ah ouais! Ah ouais, en plus. Mais moi, ma petite fille à ce moment-là, Ariane, elle avait 5 ans à peu près, 5-6 ans. C'est pas moi qui étais là, c'était ma femme, mais ça a l'air que ça a pris une demi-heure à la rentrer dans l'appareil. Elle ne voulait pas rentrer dans l'appareil. Fait que c'est ça, c'est bruyant, c'est claustrophobique et tout. Puis Doug, lui, bon, il design une nouvelle génération de scanners, puis ils ont un très, très bon réseau de commercialisation. Il va dans les hôpitaux et il va voir les opérateurs. Il dit, puis mon nouveau scanner, telle affaire, le nouveau rapport, le nouveau, comment tu trouves ça? Puis le feedback est très bon. Ils ont fait une bonne job. Jusqu'au jour où Doug, par un pur hasard, OK, il y a une maman puis un papa avec la petite fille, d'à peu près ça, là, 5, 6, 7 ans, qui arrive dans le corridor. Puis Doug, il est avec l'opérateur de la machine quand ça arrive. Sauf que là, l'opérateur, il dit, tu peux-tu sortir parce que la famille s'en vient. Puis la petite fille, elle pleure, elle crie, elle veut même pas rentrer dans la salle. Là. Fait qu'il dit, tu peux-tu sortir puis m'attendre? Et là, Doug, lui, ça le pogne au cœur. Là. Fait qu'il s'en va pas au bureau, il reste là puis il observe la scène. Il fait de l'observation. Il se retire. Puis quand la jeune famille arrive pour rentrer dans la salle, la petite fille ne veut pas rentrer, bien sûr. Puis sa maman s'accroupit à sa hauteur. Puis elle dit, en anglais, elle dit « We told you you'll have to be brave ». Quand on te le dit, tu vas devoir être brave, ça ne sera pas facile. Ça fait peut-être une semaine ou deux qu'il en parle à la petite fille, que ça va être une épreuve, ça ne sera pas facile. Puis là, Doug, il a le même réflexe que la maman, c'est-à-dire qu'il veut voir la perspective de la petite fille. Fait qu'il s'accroupit lui aussi. Puis il dit, quand j'ai regardé la salle, puis le scanner, puis tout ça, c'est dark, là, c'est sombre, c'est beige. C'est pas beau, là. Puis c'est comme, il y a des lignes au sol jaune et noir. Et il dit, quand j'ai vu la perspective de la petite fille, j'ai réalisé que ça avait l'air d'une scène de crime, cette histoire-là. Puis la petite fille, elle n'est jamais rentrée là-dedans, elle ne sait pas c'est quoi, là. Ses parents l'ont préparé à une épreuve. Elle ne sait pas c'est quoi. Elle n'a pas envie de rentrer dans la salle. Fait que, il reste là, puis là, il recule, tout ça. Puis quand la jeune famille sort, je sais pas, une demi-heure, une heure après, il va voir l'opérateur, puis il dit « Crime, qu'est-ce qui vient de se passer? » Et l'opérateur, il dit je suis content que tu m'en parles, là, tu ne m'as jamais posé la question, mais 70% des enfants sont sous sédatifs pour rentrer dans ton scanner. 70% des enfants. Fait que là, lui, écoute, il dit ça n'a juste pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe? Pensez juste opérationnellement, le downtime de la machine. La machine qui ne marche pas pendant qu'il y a une crise. Là. Le médecin qu'il faut peut-être qu'il descende une fois de temps en temps. Puis l'expérience client, là, tu sais, tantôt dans l'innovation, l'expérience client, là, sous zéro, solide. OK? Fait que Doug, là, il se dit, on a une opportunité d'affaires. Il va voir la haute direction de GE Santé. Puis il leur dit, j'ai besoin d'une équipe, là, j'ai besoin d'une couple d'ingénieurs. On va faire le Next Generation Scanner. Et la haute direction, ils ne croient pas, puis ils disent non. Et Doug, là, vous regarderez dans la vidéo, là, ce qui est absolument fantastique, tu l'as vu, là, c'est qu'à un moment donné, il a de la misère à parler, puis à expliquer son histoire, tellement que l'empathie, là, tellement qu'elle est forte. C'est un TEDx, là. Il y a des millions de personnes qui regardent ça ou qui vont le regarder. Puis il y a de la misère à parler. Il y a une boule dans la gorge, là, puis à un moment donné, je pense même qu'il arrête, puis il prend un verre d'eau.
Fait qu'en termes de développer de l'empathie, là, je veux dire, ça l'a touché bien comme il faut au cœur, cette histoire-là. Donc là, la haute direction, il dit non, on ne financera pas ça, je ne sais pas pour quelle raison, il n'y croit pas. Mais lui, là, il a décidé de le faire pareil, parce que ça l'a touché. Qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Qu'est-ce que vous auriez fait alors que la direction ne vous appuie pas, mais vous vous dites, je vais faire avancer ça, tu sais, comme un intra ou un extra entrepreneur? Qu'est-ce que vous auriez fait qui coûte à peu près rien? Là, toi, tu peux pas en parler. J'ai enlevé les barres, j'aurais mis ça au niveau de l'enfant. OK. Supposons que vous n'avez pas d'argent pour avoir une équipe d'ingénieurs qui... Là, je vais voir. Hein? Là, je vais voir. Ah, vous venez me voir encore, c'est une bonne solution. Non, mais mettons que... Papier, crayon, là, juste sur papier. Fait que tu aurais sketché ça, ton idée. Qu'est-ce que tu aurais fait après? Tournez voir. Un GoFundMe. Ah, ouais. Ouais, ça aurait pu être ça, effectivement, d'une étape ultérieure, mais tu serais allé retourner voir qui? Une direction avec quelque chose de plus précis. Ah, la direction de G? Ouais. Ah, OK, je pensais que tu allais me dire je serais retourné voir les enfants. Ou les... Ouais. Mais c'est ça qu'il a fait. Il est retourné voir. En fait, vous voyez ici, là, il travaille avec des maquettes en foam. Il a fait du brain sketching avec des enfants, des organismes communautaires. Il y a un bon réseau, là, G, un énorme réseau. Fait qu'il a travaillé avec les cliniciens. Ils ont fait des maquettes, ils ont fait des itérations. Et il a fait ça sur son temps à lui, puis avec son pocket change. Okay? Pourquoi? Parce que ça l'a beaucoup, beaucoup interpellé. Et ils sont arrivés avec ça. Il est retourné voir la direction de GE. À un moment donné, il est retourné voir la direction de GE, puis il a dit, tiens, c'est ça qu'il faut faire. Puis je te dis, ça va marcher. Ça fait, je sais pas moi, quelques mois, je travaille avec des cliniciens, puis c'est ça qu'ils veulent. T'sais. Et là, GE a investi pour l'amener au marché. Fait qu'aujourd'hui, GE, ils vendent pas un scanner. Ils vendent une expérience, dans le fond. Ils vendent la suite. Fait que tu as la suite de Peter Pan, tu as la suite de la Reine des Neiges, tu as la suite de je sais pas trop qui. Fait qu'ils vendent le flooring, ils vendent la tapisserie, les collants, ils vendent des costumes pour l'opérateur. L'opérateur, il y a des costumes et il y a des scripts. Fait que là, si j'accueille un enfant, ben, je choisis le script que je veux, là, script 1 ou tu sais, peu importe. Là. Fait que là, il va y avoir des crocodiles. Là. On s'en va sur l'île de Capitaine Crochet. Puis... Fait qu'il amène l'enfant, il va le chercher dans la salle d'attente. Au lieu que la famille vienne, ils vont le chercher avec le costume et ils les amènent dans l'histoire. Aujourd'hui, GE, quand ils pitchent, ils vendent une expérience. Ils ne vendent pas juste un scanner. Puis, bon, l'histoire dit qu'ils ont augmenté leur marge puis qu'ils ont pris le marché et tout, là. Mais j'ai pas de misère à le croire avec ce qu'on voit là. Versus, c'est le même appareil, hein? Under the hood, là, c'est la même technologie, c'est la même affaire. C'est juste qu'ils l'ont maquillé. Ça ressemble un peu à ce que vous disiez tantôt. Pour moi, vous connaissiez l'histoire. Non. Non. C'est l'instinct du tueur. Yes. C'est ça qui se passe. Fait qu'est-ce qu'il y a de. Avant de terminer pour la pause, là, puis finalement. Ah, moi, je n'ai pas de jugement sur l'apparence. Aucun. Qu'est-ce qu'il y a de. Dans cette histoire-là, on a parlé beaucoup d'empathie, là, ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bonne pratique pour vous autres, même si vous n'êtes pas de GE Santé? On a pas essayé de faire un équipement qui est performant. On a essayé de le rebrand, de travailler sur l'approche client. Si c'était pas un cas de je peux avoir un équipement qui va faire la meilleure imagerie, juste en expérience. L'expérience, l'innovation dans l'expérience. Puis le modèle d'affaires, dans ce cas-ci, ils vendent une suite. La rapidité d'exécution aussi. Parce que là, l'enfant, lui, il veut des vrais, là, c'est plus attrayant, c'est plus attirant. Absolument, tout à fait. Ouais. Donc, on a parlé de l'innovation dans l'expérience client, pas juste dans le produit, de développer de l'empathie. Quoi d'autre? Ils ont développé le costume de Jack Sparrow. Je voyais Jack Sparrow là-dedans. Là. Peut-être qu'ils l'ont. Ouais, ça se peut, je ne sais pas. Quoi d'autre comme bonne pratique pour vos projets d'innovation et votre Voice of Customer? L'acharnement. Ah, l'acharnement. C'est pas faux. Ouais, effectivement. Pourvu que ce soit un acharnement. Quand tu le sens dans Quand tu le sens. Oui, effectivement. Oui. Se remettre au niveau de l'utilisateur. Absolument, tout à fait.
Puis envoyer, là, c'est sûr que vous n'avez pas des R&D de 200 personnes, là, mais ceux qui font la R&D, du design ou du design d'emballage ou le marketing, il faut aller le vivre, parler à des clients. Tu sais. Il y a des affaires qu'on ne peut pas sentir d'une étude de marché, qu'on sous-traite complètement, puis quelqu'un nous arrive avec un rapport. Il y a des choses qu'on ne sent pas. Fait que moi, chez Max, là, je me battais, c'était pas toujours facile, mais pour que le lead designer ou le lead engineer, il fasse partie de l'étude de marché. Il fallait va parler à des gens, va avec la firme, si on avait une firme ou peu importe, là, va écouter, va observer, va lire les réponses à des questions d'un sondage, mais il faut le sentir dans le fond de nos tripes. Puis là, Doug, lui, c'est un exemple, ça l'a frappé comme un troc. Là. Mais essayez de développer ça. Pour moi, le Voice of Customer, c'est un core competency des innovateurs d'aujourd'hui. Fait que de développer la compétence d'aller vous connecter, puis d'aller tester rapidement, puis de sentir là, vos clients, c'est de quoi qu'en R&D marketing, il faut développer. Quoi d'autre? Bien comprendre le besoin ou les besoins du client. Voir sa perception. Ouais. C'est là que commence l'innovation. Oui. En fait, je pense que c'était de bien définir. Ultimement, GE, son client, c'est l'hôpital, mais réellement, c'était l'utilisateur. D'avoir lâché la bonne voie aussi, de dire que c'est pas tant l'opérateur qui veut avoir son feedback que le vrai utilisateur final qui, lui, va vraiment vivre l'expérience aussi. C'est clair. Donc, c'est qui mon client? L'enfant. C'est l'enfant. C'est pas lui qui va acheter le scanner, mais oui, c'est ça. C'est lui qui rentre dedans, tout à fait. Tantôt, on va cartographier un parcours client, là, mais je vous invite aussi à cartographier votre chaîne de valeur. Une chaîne de valeur, là, c'est vraiment tous les acteurs qui influencent, puis quand, pour que votre produit soit acheté, utilisé, puis éventuellement disposé. Là. Cartographiez ça, là, ça peut être des post-it au mur, puis là, dites-vous à telle étape, il y a des blogueurs qui peuvent influencer. Puis là, faites la liste de toutes les parties prenantes de votre chaîne de valeur. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Puis plus vous allez loin dans cette chaîne-là, d'aller voir le consommateur final ou des gens qui influencent très tard dans le processus, plus vous allez trouver des opportunités d'innovation. Okay? Puis les low performers en innovation, ils se contentent d'aller voir le client direct, lui qui achète. Okay? Puis chez Max, on revient souvent là-dessus, mais chez Max, les gens me disaient, oui, mais là, on va aller parler à l'acheteur chez Home Depot. Tout le monde va voir l'acheteur chez Home Depot, là. T'sais, on n'innovera pas, puis l'acheteur chez Home Depot va me dire qu'il veut un bain moins cher, en gros. Puis, tu sais, peut-être quelques bells and whistles, mais en gros, il va me dire qu'est-ce qu'il connaît, puis il veut moins cher. Plus on saute cette chaîne-là de premier client, l'acheteur direct, on va voir des influenceurs et les utilisateurs finaux. Donc, redéfinissez c'est qui vos clients. C'est sûr que vous allez trouver des douleurs. C'est certain. Vous allez trouver des opportunités d'innovation. Bon, mais maintenant, après ça, est-ce que vous êtes capable de les saisir, puis ça vaut-tu la peine, c'est une autre question. Mais il y en a plein, il y en a tout le temps plein. Et plus la chaîne de valeur est complexe, plus il y a un tas d'opportunités d'innovation. C'est ainsi qu'on travaille avec une entreprise dans le luminaire urbain, ou le mobilier urbain en général. Mais imaginez-vous, là, pour vendre du mobilier urbain à une ville, là, comment il y a d'influenceurs, des spécificateurs, des firmes, la liste, elle est très longue. Mais c'est super complexe, mais en même temps, ça recèle plein d'opportunités d'innovation.